Bonjour à tous et à tous. Oui, c'est bon, on m'entend bien? Oui. Parce que le retour casque n'est pas évident. Donc Damien Morin, donc ça fait plus de 5 ans que je suis RSSI au ministère de la Culture. Je ne vais pas présenter le ministère de la Culture qui est suffisamment parlant. Et avant, j'étais 6 ans RSSI à la douane. Donc assez estampillé RSSI secteur public, même si les questions de souveraineté sont plutôt récentes. Bon, en attendant, je vais vous faire un résumé de mon propos. Donc il n'y aura pas une solution évidemment unique. On se rend bien compte que c'est une problématique qui est très complexe. On va beaucoup parler sans surprise de Claude. Bon ben merci, en régie, c'est tout bon. Hop là. Donc après j'espère que la tête. Donc je rappellerai les enjeux liés à la souveraineté. On parlera évidemment du rôle de l'État. Comment nous on s'applique dans les ministères. Donc on a une direction du numérique avec notamment qui a décliné une doctrine Claude au centre qui est essentielle. Je parlerai de l'ANSSI en mettant le focus sur le Secnum Cloud. Évidemment, l'ANSSI a plein d'autres fonctions de rôle qui nous servent au quotidien au niveau cybersécurité. Et je mettrai le focus sur des solutions en fait en cybersécurité. Ça passe par un marché cyber, généralement de mettre en place de la défense en profondeur. Donc je mettrai un petit focus sur Exatrust et OpenXDR Platform, qui ont créé un écosystème français et européen de la cybersécurité et qui nous permettent en fait dans les RSSI du secteur public d'avancer. Et après, là c'est dans l'actualité, je ferai un petit focus sur le contexte international, notamment ChatGPT, TikTok, qui nous concerne là. Alors du coup, les enjeux, sans surprise. Donc il y a des notions de droit du juridique par rapport à l'extraterritorialité des données. En fait, il y a des enjeux de sécurité. Alors, pensez bien ministère de la Culture. Je ne vais pas trop m'appesantir sur tout ce qui est sécurité industrielle, technologique, parce qu'on n'y est pas confronté en fait en tant que tel, même si ça fait partie des enjeux de souveraineté en tant que tel. Et l'économie, tout ce qui est lié à l'espionnage. On peut très bien avoir des solutions étrangères qui ont des backdoors et donc qui permettent en fait d'alimenter l'espionnage et de lutter contre le contre-espionnage en fait en faisant une force. Il faut se rappeler quand même que une des dernières interventions de Guillaume Poupard disait que l'ANSSI, 80% de l'activité de l'ANSSI concernait l'espionnage. C'est énorme. C'est vraiment. Alors, le ministère de la Culture, du coup, c'est pas forcément ce qui nous préoccupe au niveau cyberstress intelligence de suite, mais. Alors là, c'était pour rappeler en fait que à la dernière composition du gouvernement, un peu dans la communauté SSI, on avait l'espoir qu'il y ait peut-être le terme cybersécurité qui soit affiché en fait. Alors ça arrivera peut-être un jour, ce qui donnerait l'importance, quand même le gouvernement évidemment a pris en compte le contexte cyber. Donc là, on a la notion qui n'est pas anecdotique de souveraineté industrielle et donc en l'occurrence numérique pour ce qui nous intéresse. Et c'est pas un secrétaire d'État, donc c'est un ministre délégué chargé de la transition numérique et des communications, qui est très actif, qui communique beaucoup. Donc j'ai pris juste une de ses dernières citations, donc c'est Jean-Noël Barrot. Donc la souveraineté numérique est une condition de la souveraineté tout court, donc ça prend bien en compte les enjeux. Et en fait, alors, comment ça se décline concrètement ? C'est tout ce qui est lié en fait au cloud. En fait, on se rend bien compte que l'arsenal juridique américain, il est très très puissant. On connaît tous le Cloud Act, mais si on remonte un peu plus loin en arrière, il y a le FISA pour Foreign Intelligence Service Act, qui a été édicté en 1978, qui est extrêmement intrusif, qui donne beaucoup de puissance aux États-Unis. Donc c'est celui-là en fait pour lequel on va se protéger et on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça de se protéger et qu'il n'y a pas une réponse en fait immédiate, quand bien même l'Europe s'est saisie du sujet. Alors, du coup. Sinon, comment ça se passe, nous, concrètement, dans le secteur public ? Donc, on a la direction du numérique, qui dépend service Premier ministre. Donc, il y a eu une circulaire de Jean Castex le 15 juillet 2021, qui précise, en fait, une doctrine Cloud au centre. Alors, d'un point de vue plus général, avant de parler de souveraineté, elle incite tous les ministères à aller vers le cloud, par défaut, et de justifier, en fait, quand il ne le peut pas, par rapport à soit du coup des thématiques de sécurité qui imposeraient de faire du on-premise ou des coûts budgétaires, une rationalisation qui ferait que le cloud ne serait pas rentable. Alors parallèlement à ça, donc il y a un focus dans cette doctrine cloud au centre, donc elle a été donc la circulaire de M. Castex, le Premier ministre,
est intervenu au niveau de la DINUM avec une note officielle qui incite les ministères à l'appliquer. Et donc on dit bien que quand on manipule des données sensibles, on a un arbre de décision, il faut aller sur le Sectum Cloud. Hein, c'est une obligation en tant que telle. Voilà, donc là j'ai mis quelques phrases de contexte pour rappeler en fait cet enjeu et cette déclinaison. Donc après nous, ce qui nous importe dans les ministères, c'est alors, on pourrait se satisfaire, bon, on va vers le Sectum Cloud. L'ANSSI a fait tout le travail en fait de certification, de qualification de cette norme. Donc là, c'est ce que je disais, la norme, le Sectum Cloud est rentré dans une nouvelle version, la 3.2. Il y a toujours autant de points de contrôle, hein, qui sont énormément de points de contrôle d'exigence. Et donc de rappeler, sauf que, on va dire, il y a eu une sorte de glissement ou on va dire une adaptation. Je vous laisserai juge de l'interprétation en fait sémantique qu'il faut faire, parce que dans le sens que le Sectum Cloud avant garantissait un cloud souverain. Maintenant, on parle, et c'est un changement important, mais qui est assumé par l'ANSSI. Là encore, Guillaume Poupard, dans sa dernière intervention, l'a justifié. On parle de cloud de confiance. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Un cloud de confiance peut ne pas être souverain intrinsèquement, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'ANSSI a considéré que d'un point de vue résilience, robustesse, état de l'art, il était encore difficile d'avoir des offres françaises compétitives par rapport au marché américain, notamment. Du coup, elle a adapté son référentiel. Alors, il y a toujours la notion de sécurité qui est intrinsèque, et heureusement, on sait qu'un cloud qui est Sectum Cloud a des capacités de sécurité, mais on sait que les Américains savent faire de la sécurité, ça ne répond pas aux enjeux de souveraineté. Elle a fixé deux autres règles, on va dire des supra-règles. Il faut que la localisation soit en Europe. Mais là aussi, on sait que ce n'est pas suffisant pour se protéger par rapport au Cloud Act et le FISA, la loi que j'ai citée précédemment, la Foreign Intelligence Service Act. Donc du coup, la troisième règle, et c'est là qu'on rentre dans un flou, et je vais citer des cas concrets, il faut que en fait, l'état-major, les instances dirigeantes, le siège social, en fait, il n'y ait pas de lien économique ou juridique en extraterritorial. Et là, c'est extrêmement flou. Et du coup, si on fait une actualité en ce moment sur les futurs projets qui se dessinent avec Sectum Cloud, on a l'offre bleue, c'est Microsoft, Capgemini en fait, qui veulent, alors rien que par le nom Microsoft, on sous-entend, on peut dire, tiens, attends, ça va être compliqué de faire un cloud souverain avec Microsoft. C'est leur objectif d'ici 2024. Il y a un projet concurrent qui a fait aussi beaucoup de l'actualité dernièrement, c'est le projet Sens. C'est Google et Thales. Donc là aussi, on voit que le nom Google semble pas forcément adéquat, indépendamment de la qualité de la solution, adéquat avec la souveraineté. Donc par exemple, par rapport aux nouvelles règles que j'ai dictées, Google a déjà communiqué qu'il ne participerait pas au comité exécutif de Thales, qu'il n'y aurait pas des instances dirigeantes, qu'il n'y aurait pas de jeton de direction. Voilà. Donc après, du coup, Thales a communiqué dans le sens justement que leur offre pourrait répondre aux conditions de Sectum Cloud. Après, faut toujours faire preuve de raison, de pragmatisme. Souvent, cybersécurité, la naïveté ou l'hypocrisie ne sont pas forcément bonnes conseillères. On peut aussi éventuellement remarquer que Google n'a jamais vocation à ne pas s'immiscer dans les projets pour lesquels ils font des développements. Donc après, on va laisser, je ne porte pas de jugement sur l'offre Sens en tant que telle, mais voilà, c'est une mesure de précaution. Du coup, alors ces deux offres-là, de manière plus ou moins surprenante, ont annoncé un objectif de Sectum Cloud d'ici fin 2024. Alors, indépendamment de la souveraineté, tous les points de contrôle Sectum Cloud, c'est extrêmement contraignant. Et les acteurs qui sont déjà Sectum Cloud et qui voient évidemment d'un œil plus ou moins concurrentiel ces nouvelles offres, pense quand même que c'est compliqué d'ici 2024 de respecter toutes les normes. Donc on verra ça. Donc nous, évidemment, en tant qu'RSI secteur public, on va faire confiance à l'ANSSI qui va procéder à toute sa qualification, à examiner les offres, et on s'adaptera en fonction de ceux qui obtiennent cette qualification Sectum Cloud, mais qui est essentielle. Mais c'est vraiment important de comprendre que le syllogisme Sectum Cloud égale cloud souverain, c'est pas si évident que ça.
C'est pas si évident que ça. Donc là, du coup, j'ai cité, alors ce qui est très important, la Schrems, c'est le nom du citoyen autrichien qui fait énormément de combats pour la protection des données, qui a créé une ONG en fait dédiée à ça. Et même sur les combats en cours entre ChatGPT ou autres qui protègent pas assez les données, hein, en fait, c'est à chaque fois c'est le RGPD autrichien, donc c'est le le BSD. Hein, du coup, suite à tout ce que fait ce citoyen autrichien qui fait avancer vraiment les choses. Il faut savoir que suite à l'arrêt Schrems 2, hein, il y a eu la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé le Privacy Shield en 2020. Donc le Privacy Shield, c'est l'échange des données avec les États-Unis, dans le sens que ça a conclu qu'il n'y avait pas assez de garanties sur la protection des données. Donc c'est un arrêt essentiel. Et de manière plus conséquente, je suis pour pas être trop long, avant c'était le Safe Harbor en 2015 qui en fait avait déjà été invalidé. Donc là, on a quand même plusieurs réglementations qui ne résistent pas au fait que les États-Unis sont trop intrusifs par rapport à la protection des données. Donc en fin d'année dernière, il y a le président Biden qui a déclaré un nouveau décret. Il est en train d'être étudié sur toutes les arcanes juridiques à l'Union européenne pour savoir si il est suffisamment protecteur pour nous les Européens. Donc il n'y a pas encore eu de décision formelle à ce point-là, mais il y a une volonté du président Biden d'aller dans le sens européen. On va voir si c'est juste un effet d'annonce ou pas. Alors après, sinon, sans se focaliser uniquement sur le cloud, donc il existe en fait un marché de cybersécurité. Là. La preuve, on est là. Il y a sûrement d'entre vous qui participent aux assises, à IT Security Meeting, peut-être au FIC la semaine dernière, indépendamment de la polémique qu'il y a eu avec la gendarmerie et le ministère des Armées. Donc on voit bien que pour faire de la sécurité, il y a toute une organisation humaine à avoir, il y a des procédures, mais il faut des solutions cyber. Donc du coup, voilà, donc c'est pas exhaustif. Hein, je sais pas s'il y a des éditeurs qui m'écoutent et qui seraient déçus que je mette pas le focus sur eux, mais voilà, moi j'ai pris l'exemple de ceux avec qui je travaille et en toute confiance. Donc du coup, voilà, Exatrust, il méritait d'être cité. Donc voilà, j'en reprends leur phrase type, le groupement des champions français et européens de la cybersécurité et du cloud de confiance. Donc voilà, c'est tout un consortium en fait, sans qu'il y ait des liens économiques entre eux, hein, consortium c'est peut-être pas le bon terme, et qui propose en fait des solutions, alors initialement françaises et maintenant européennes. Donc on voit d'ailleurs que c'est peut-être une bonne interprétation que maintenant la cybersécurité c'est à l'échelle européenne qu'on va pouvoir sûrement répondre aux enjeux et que en France, quand bien même il y a des solutions françaises très performantes, ce ne sera pas suffisant et tout l'arsenal juridique, toutes les réglementations, maintenant, c'est au niveau européen en fait. Hein. L'ANSSI a toujours été une des meilleures agences en Europe sur la cybersécurité, mais il y a un travail de fait avec l'ENISA et autres qui permet de faire un écosystème européen en sécurité. Donc Exatrust et un autre... c'est l'OpenXDR plateforme. Donc là, du coup, j'ai carrément cité toutes les sociétés parce que au ministère de la Culture, on travaille avec certaines d'entre elles. Donc après, leurs conclusions qui équivalent les solutions américaines et israéliennes. Ça c'est leur argument marketing, mais il n'y a pas de raison non plus, même si on sait bien que États-Unis et Israël, c'est par là que passe souvent la cyber threat intelligence et la recherche et développement. Donc voilà, alors, ce qui est important, nous aussi, en secteur public, c'est il y a un plan de relance à l'échelle nationale, il y a un plan de relance informatique, et il y a un plan de relance cybersécurité qui est piloté par l'ANSSI. Et en fait, on bénéficie, alors ça porte différents noms, des parcours relais, des PAC relais, et on a des solutions françaises qui sont poussées par l'ANSSI avec des financements tout partir, et donc qui nous permettent en fait de décliner en fait la sécurité via des sociétés dont certaines appartiennent à l'OpenXDR plateforme. Voilà. Alors sinon, là dernièrement, donc le contexte international, donc je vais pas revenir. Donc on sait qu'il y a le contexte des backdoors. Donc on sait les équipements comme Cisco ont une backdoor officialisée par la NSA. Huawei, je suis obligé de le citer avec une grande vigilance. J'ai participé à des événements Huawei où ils disaient qu'ils sont qualifiés par l'ANSSI, donc ils ne comprenaient pas la réticence qu'avait. Dernièrement, il y a l'Allemagne qui a pris une position
en disant qu'il ne fallait pas utiliser Huawei sur leur réseau 5G. Quand même, il y avait un contrat en cours, donc ça fait un peu débat en fait. Donc là, sinon, dans l'actualité, je sais que vous avez suivi, donc il y a TikTok, notamment les applications récréatives. Mais bon, c'est TikTok qui a pris la primeur un peu de l'information, avec ce qui a été prouvé que le gouvernement chinois récupérait des informations. Alors pour vous faire un petit rétexte de ce qui se passe en ce moment dans les ministères, donc c'est trop tôt encore pour l'application de cette interdiction. On est en train de voir ça. Alors il faut savoir, d'un point de vue politique, c'est géré par le ministère de la fonction publique. Ça passe pas, on va dire, par la chaîne SSI. C'est pas l'ANSSI, donc c'est monsieur Guérini qui a décliné ça au niveau des DSI des différents ministères. Donc nous, au ministère de la Culture, on est en train de regarder tout notre parc de smartphones. On a une solution de MDM. Il faut qu'on voit comment en fait on va appliquer ça. Parce ça change le modèle en fait entre le Kobo et le Copé en fait sur ce qui est applicable personnellement sur un téléphone professionnel de l'agent. Donc c'est vraiment conséquent. Pour l'instant, on n'a pas de délai pour l'interdiction de ces applications récréatives. Après, sinon, j'avais mis la petite phrase slogan en bas qui date, mais qui est toujours assez intéressant. Entre l'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe réglemente. On s'en rend compte sur le cloud. C'est aucunement une critique. C'est ce qu'on peut constater, je trouve, encore à l'heure actuelle. Il faudra peut-être voir si la Chine n'est pas en train d'innover, rattraper son retard par rapport à l'Amérique. Et sinon, sur l'autre problématique en ce moment qu'on a, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc du coup, Jean-Noël Barrot, il a fait une prise de position la semaine dernière en disant qu'il n'était pas pour l'interdiction de ChatGPT, qui a été interdit en Italie par l'équivalent de leur RGPD qui s'appelle la Garante. Et il y a d'autres pays qui regardent le Canada. Donc lui, il a dit qu'il préférait réguler, ce qui peut aller dans le sens que l'Europe doit réglementer, mais qu'il ne fallait pas entre guillemets, se couper de ces outils d'intelligence artificielle, mais qui semblent dangereux. Et sans repréciser donc, tout ce que peut faire ChatGPT qui peut être détourné par des cyberattaquants entre fabriquer des scripts malveillants avec aucune connaissance de code, fabriquer des mails de phishing dans la langue souhaitée. Il y a aussi le fait qu'il y a un problème RGPD avec ChatGPT, c'est qu'il ne demande pas l'âge en fait de la personne, combien même ça pourrait être biaisé, mais il ne demande pas l'âge en fait de la personne qui consulte. Et rien qu'intrinsèquement, en fait, ça ne peut pas être conforme au RGPD. Donc voilà. Merci pour votre attention et s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Oui, nous avons le temps de prendre une question. Par contre, il faut que je vienne avec le micro parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, on a 2-3 minutes de prendre une question. Une main, 2 mains, 3 mains. Alors 2 mains. Ok, merci. Eh bien, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.